Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 1er mars 2018. Aujourd'hui, dans ce point de marché, nous allons nous focaliser un petit peu plus sur les clôtures mensuelles qu'on a eues pour le mois de février. Par ailleurs, on a le S&P qui a mis fin à son plus long rallye haussier de son histoire, 15 mois consécutifs de hausse. Le mois de février, le S&P a reculé de 3,9%. Et donc voilà, on va faire un petit peu la suite de toutes ces configurations mensuelles pour voir si on n'a pas des signaux. Alors bonjour à vous, bonjour tout le monde. Alors bonjour Catherine, j'espère que vous allez bien. Euh, François, alors objectif DAX, tendance, très bien, on va voir ça dans un petit instant. François que je salue, Ramsey, Eliane, Raymond, Franck, voilà, bien le bonjour à tous. Pierre-Yves également que je salue. Alors on va commencer, comme vous le savez, par l'avertissement les gars sur risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est seulement un titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Alors, sans plus attendre, on va faire un résumé de la séance américaine asiatique d'hier. Le DXY qui est en hausse, les marchés à actions en baisse, dans la lignée toujours du discours de Powell qui a eu mardi. D'ailleurs, cet après-midi, il y a un nouveau discours de Powell. Donc Dow Jones, S&P, Nasdaq qui recule. Cette nuit, c'est pareil, le Nikkei qui recule, le Hang Seng qui est à l'équilibre, voilà, en légère hausse. À noter toutefois que le rendement du T-Note semble se stabiliser autour des 2,90%. Hier, début de semaine, on avait une baisse à 2,86. Suite au discours de Powell, une hausse jusqu'à 2,90. Hier, une nouvelle baisse à 2,86. Bref, il semblerait que le marché trouve pour le moment un palier à 2,86%. D'ailleurs, ça y est, hier, le marché a totalement pricé 3 hausses des taux pour cette année. Les Fed Funds, le prix de Fed Funds est bien de 3 probabilités pour l'année 2018. Voilà, donc maintenant, le marché price de plus en plus, il commence à pricer sa quatrième hausse des taux. Mais en tout cas, les 3 hausses des taux ont été pricées sur les Fed Funds. Voilà. Donc ça, c'est important à le noter, parce que maintenant, c'est que les propos qui pourront, qui seront en faveur d'une quatrième hausse des taux qui pourraient soutenir le dollar. Voilà. Le discours qui était de 3 hausses des taux n'aura plus d'impact haussier sur le dollar. Le gold, qui est à l'équilibre en petite baisse 0,22%, le Nikkei moins 56%, et voilà, donc globalement plutôt de l'aversion pour risque depuis le discours de Jean-Paul mardi, et je pense que c'est plutôt dans cette lignée qu'il faut surveiller. D'ailleurs, le mois de février qui a été un super mois pour le yen, hein, non seulement à cause des propos, vous savez, de la BOJ en janvier, mais également grâce justement à cette aversion pour risque, le yen qui a fait, je pense, le meilleur mois, hein, parmi toutes les autres devises FX. Alors, je regarde les questions. DXY objectif 91 dans les prochains jours. Alors, oui, 91, ça me semble atteignable, hein, 91. En fait, le haut de ce canal, pour moi, ça me semble largement possible, hein. L'euro-dollar, vous voyez qu'il a validé son double top, qui dit que le double top est validé, qui baisse de l'euro-dollar. Le gold, c'est pareil, si on regarde le gold, hier, enfin ce matin, on est en dessous de la ligne de coup. Si on clôture en dessous de la ligne de coup, on aura également un signal baissier. Étant donné que le gold, c'est un actif extrêmement tradé, ça fera donc pression également sur le dollar. Donc voilà, l'euro pardon et le gold devraient soutenir le dollar étant donné qu'ils sont baissiers. Voilà, si tous les deux valident leur ligne de coup, donc l'euro dollar c'est déjà fait, mais si le gold valide son double top en clôturant en dessous de sa ligne de coup, on aura des signaux baissiers sur le gold pour énormément de personnes. Donc énormément de personnes vont vendre le gold, ce qui devrait mécaniquement faire remonter le dollar. C'est en tout cas la logique derrière cette analyse. Donc le DXY, oui, 91 me semble possible en fait rejoindre tout simplement le haut, vous voyez, de ce canal. Donc l'euro dollar, direction 1,20. Le gold, je pense que si on a une clôture en dessous de cette ligne de coup, il faudra déjà viser 1300 avant de viser l'objectif théorique à 1278. Voilà, c'est important. Mais à noter toutefois, regardez, on a cette résistance et on a
cette oblique haussière, ce qui fait un triangle ascendant. Un triangle rectangle ascendant, pardon. Et donc l'objectif théorique haussier, vous savez qu'on prendrait cette hauteur qu'on reporterait à la hausse, ce qui nous donnerait à peu près, je dirais, de vue 1500. Alors là, je l'ai fait à peu près, hein. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, 1563. Bon, nous ne sommes pas encore, mais voilà un petit peu la confirmation qu'on a. On a vraiment un triangle rectangle ascendant qui pourrait se terminer par une hausse. Bon, là, on est vraiment sur du long terme, hein, donc ça ne sert à rien de le trader, mais voilà. Donc l'euro-dollar, le gold et l'euro-dollar, plutôt un avis baissier à court terme. Alors on va voir les clôtures mensuelles, hein. C'est le plus important ce matin. Clôture mensuelle, mais on n'a pas vraiment de signal sur l'or. Le DXY, pas vraiment non plus. Bon, c'est haussier, hein. On a un rebond sur la moyenne mobile à 200 mois, comme on peut constater, donc qui est à 88. Vous voyez, 88, c'est un fort niveau de support. L'AUD-USD, alors on a une belle jambe de baisse. On a une belle jambe de baisse. Support, moyenne mobile à 20 mois. Donc, elle est aux alentours des 0,7650. Donc l'AUD-USD a une possibilité de baisse jusqu'à cette moyenne mobile tant que le dollar est orienté à la hausse. L'euro, pareil, moyenne mobile à 200 mois et 100 mois, comme vous pouvez constater ici. Donc forte zone de résistance autour des 1,25 hein, concrètement, et le support à 1,20. Le GBP, donc on a une belle baisse hier du GBP hein, suite aux propos de Barnier hein, et surtout de Theresa May. Theresa May qui a refusé la proposition enfin c'est pas une proposition, c'était plutôt comment dire, une première idée expérimentale de Michel Barnier qui a annoncé que l'Irlande du Nord pourrait rester sous la réglementation de l'Union européenne et bénéficier bien évidemment de tous les bénéfices de l'Union européenne. Mais elle resterait sous la réglementation de l'Union européenne. Évidemment, Theresa May a refuté cette proposition et donc on a une baisse de la livre parce que c'est dans l'esprit que finalement les négociations vont pas se passer comme prévu, alors que le marché est plutôt optimiste en ce moment sur les négociations du Brexit. Donc on a une belle baisse de la livre hier, 1,3750. Vous voyez que bon, la livre va continuer à baisser à mon avis jusqu'à 1,37, pourquoi pas 1,36. Après, la livre ça reste quand même une devise forte, mais comme vous le savez, tant que le dollar sera haussier, il fera pression sur l'ensemble des devises, que ce soit la livre, l'euro, peu importe. À part, pour le moment, il y a une devise qui tient le choc, c'est le yen. Voilà, c'est le yen. Si vous regardez tous les paires majeures, regardez l'euro-dollar en baisse le mois dernier, l'AUD-USD en baisse, le GBP-USD en baisse, le NZD-USD en baisse, l'USD-CHF en hausse, l'USD-CAD en hausse, mais l'USD-Yen en baisse. Donc le yen, pardon, est la seule devise qui a superformé le dollar en février. On peut également dire que le yen, ça a été la devise la plus forte en février, parmi toutes les devises majeures. Voilà. Ensuite est venu le dollar. Le dollar a été la deuxième devise la plus forte. Donc l'USD yen, beau rebond sur la moyenne mobile à 200 périodes, environ 105, hein, comme vous pouvez constater. Donc vous voyez que la moyenne mobile à 200 périodes est assez importante. Bon, on n'a pas de signaux, on a plutôt une baisse hein, pour l'USD yen, mais voilà, le rebond il est assez timide, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc on a fait donc l'USD CHF, pareil rebond sur support, forte zone de résistance vers cette zone de prix. Vous voyez que la parité elle semble assez loin sur le graphique mensuel quand même dorénavant. Donc là on a une moyenne mobile à 0,9545 qui est la moyenne mobile à 100 périodes, donc plutôt importante quand même. Donc voilà, zone de résistance 0,95, ce qui coïncide avec notre scénario qui va bientôt être atteint. Vous voyez. Donc la divergence a fait son effet au moins sur l'USD CHF. Et donc l'USD CAD,
On a une belle hausse, jambe de hausse, hein, tout simplement sur l'USD CAD. Forte zone de résistance aux entours des 1,30, tout simplement. Le seuil psychologique, c'est la moyenne mobile à 20 périodes, mais également un seuil psychologique. Et donc là, a priori, je pense que l'USD CAD est parti, même si, encore une fois, le CAD, c'est quand même une devise qui se renforce à court terme. Forcément, elle ne fait pas le poids contre une hausse du dollar. Voilà. Je pense que vous commencez à le savoir, mais l'USD CAD, même si le CAD est haussier, l'USD, s'il l'est également, il surperformera le CAD. Et donc voilà, l'USD CAD, direction 1,30. Est-ce qu'il faut shorter 1,30? Pour le moment, c'est trop tôt pour l'annoncer. Si par exemple le DXY est sous ses résistances, dans ce cas-là, la question se posera. Si par exemple l'euro dollar est à 1,20, le gold à 1300, le DXY en haut de ce canal, oui, 1,30 sur l'USD CAD serait une zone intéressante à shorter. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il y aura un potentiel haussier plus important. Sur le graphique journalier, alors, notre CAD yen, notre AUD yen ou notre GBP yen, eh bien comme vous pouvez constater, ont encore perdu du terrain, pardon. Le yen qui s'est extrêmement renforcé hier suite aux propos de Powell. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Le yen déjà qui est corrélé, comme vous le savez, à la volatilité. Le VIX n'est pas revenu à ses plus bas depuis le flash crash de février. Donc déjà on a de la volatilité, la version au risque et les propos de la BOJ, mais ça c'est plutôt au dernier plan dorénavant. Mais ça quand même donne un poids supplémentaire à cette hausse du yen. Donc on a quand même un cocktail de choses en février qui ont permis au yen d'avancer. Et hier, voilà, on a eu un retour, pardon, de ces inquiétudes, ces craintes sur une quatrième hausse des taux. Conséquence directe, hausse du yen. Voilà, donc est-ce qu'il faut payer le yen? Non, non. Je pense que, étant donné que le yen c'était la devise la plus forte en février, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faudra vraiment attendre une confirmation de retournement. Quand je parle de confirmation, c'est vraiment un signal baissier. Donc, par exemple, si on regarde notre yen index, alors, si on regarde notre yen index, il est suracheté. Mais donc, voilà, faudra attendre la cassure du moyen mobile à 20 jours, par exemple, pour valider une baisse. Pour le moment, le yen est quand même assez loin. Donc, si on a une clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, là, on pourra avoir un signal baissier. Et on faudra chercher le niveau de support résistance. On pourra shorter jusqu'à temps qu'on va dire que le RSI atteigne au minimum 50. Ouais, mais donc avant de vendre le yen, dorénavant, je pense que la chose qu'il faut attendre, c'est vraiment un engagement à la baisse du yen. Et pour avoir ce signal-là, eh bien, je pense que l'une des meilleures choses à faire, c'est d'attendre une clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Déjà 10, puis 20. Alors, on me demande l'euro-dollar en intraday. Alors, l'euro-dollar en intraday, pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier économique. On va le regarder ensemble. Taux de chômage de la zone euro. Bon, attendu à un point de base, un point de base en baisse. On aura quelques chiffres PMI, vous voyez, du Royaume-Uni. Et ensuite, PCE Core. Bon, pas grand-chose attendu. Il y a le discours de Powell, pardon. Un discours de Powell qui est à... Alors, je vais vous ouvrir le calendrier de la Fed. Normalement, je devrais l'avoir. Alors, voilà, vous avez les discours, donc teaser New York Times, ce qui donne 16 heures heure de Londres, donc 17 heures heure française, sauf si mes calculs sont mauvais, mais il me semble que c'est 17 heures heure française. Voilà. Donc 17 heures française, Jérôme Powell, euh, semi-annuel, vous voyez,
politique monétaire rapport. Donc rapport semi-annuel de la politique monétaire devant le Congrès, avant le comité du Sénat bancaire, comité bancaire du Sénat, excusez-moi. Voilà. Donc ça sera à 17h, heure française. Voilà, donc en conclusion, juste pour faire un point sur notre yen, le yen, on va attendre. On va attendre qu'il confirme son rebond avant d'entrer à l'achat. Étant donné que c'est une devise assez forte, elle nous l'a prouvé en fin du mois et même au début du mois de février. Bah, je pense que c'est plus préférable, c'est plus sûr dorénavant d'attendre un repli du yen pour payer le CAD yen. CAD yen, encore une fois, je le trouve voilà, assez intéressant. Vous voyez que j'ai matérialisé cette oblique. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a cette oblique haussière que qu'on va avoir un rebond dessus, c'est juste pour voir un petit peu, pour situer les prochains supports. Je suis allé sur les plus longs, enfin les points les plus bas. Hein. Regardez, si on se met sur du mensuel, et on se met donc sur le maximum, hein, maximum donc depuis les débuts des années 2000, vous voyez que il n'y a pas vraiment d'oblique qu'on puisse tracer. Si on trace cet oblique, ça a été cassé à ce moment-là, mais vous voyez qu'on a cette zone et donc c'est vers ce niveau de prix. Maintenant, est-ce qu'elle est perspicace cette oblique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'on a une zone de support qui s'accumule autour des 81. Donc, ça donne un potentiel baissier du CAD yen jusqu'à ce niveau de prix. Avant le rebond. Également un mot sur le 4 CHF. Alors 4 CHF, consolidation pour le moment. Encore une fois, un dollar qui fait pression sur l'ensemble des devises. 4 CHF qui consolide. Le signal haussier de cette divergence pourrait être donné soit lorsque le RSI dépassera 50, ce qui donnera un signal bullish, ou lorsque le cours clôturera au-dessus de la moyenne mobile avant période. Un peu comme l'USD-CHF. Vous voyez, l'USD-CHF, on a attendu la clôture au-dessus de la moyenne mobile pour valider, pour donner un point en plus à cette divergence. Donc voilà, 4 CHF, c'est pareil. Si on a le 4 CHF qui clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances, 20 jours, signal haussier pour un retracement de 38 voire 50%, c'est-à-dire aux alentours des 0,76. Donc l'USD Yen, consolidation à court terme, l'USD CAD, hausse jusqu'à 1,30, l'USD CHF, minimum 0,95, même si attention, c'est quand même la moyenne mobile à 100 mois, plus un stop psychologique, donc il faudra au minimum prendre des bénéfices à 0,95, je pense. NZD USD sur le point de valider également un double top. Vous voyez que les double tops s'accumulent sur les paires en dollars. La ligne de coup qui est proche d'être validée. Personnellement, avant de shorter le NZD USD, en cas de clôture en dessous de la ligne de coup, j'attendrai une clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, étant donné qu'elle est quand même assez proche et qu'elle a fait un très bon office de support d'un point de vue historique. Donc voilà, même si on a une clôture sur la ligne de coup, j'attendrai une clôture en dessous de cette moyenne mobile pour anticiper une baisse, pour shorter tout simplement le NZD. Le GBP baisse encore jusqu'à 1,36 à peu près, cette moyenne mobile à 100 jours. Par ailleurs, on arrive dans le bas de ce canal, ce qui permettra de nous inviter aux positions acheteuses de moyen terme. Bon, on va pas acheter dès lors que le cours arrive dans la base de ce canal, mais il faudra attendre une divergence haussière, plus une convergence avec un support, etc., etc. Mais disons qu'on arrive sur un niveau de prix qui semble intéressant sur du moyen terme. L'euro-dollar, donc baissier jusqu'à 1,20, donc pas en intraday bien évidemment, mais en swing. L'AUD-USD, on n'a pas vraiment, alors je ne vois pas de configuration chartiste, qui me convient réellement. À part si vous envoyez une, n'hésitez pas à me la partager, mais honnêtement, on n'a pas d'épaule d'être épaule, pas de double top. C'est un petit peu, parfois on n'a pas vraiment de configuration. Ça peut exister. Mais en tout cas, le potentiel baissier, vous voyez, c'est un retour de l'AUD-USD en bas de cette oblique. Donc, AUD-USD 0,76. Et le cross AUD-NZD, donc le cross AUD-NZD Ramsey, bon,
voyez qu'on a une sous-performance du dollar australien à court terme. Et a priori, le prochain support, il est à 1,0632. Si on se met d'ailleurs sur de l'hebdomadaire, on peut tracer une oblique, une belle oblique haussière, vous voyez, qui vient chercher tous les points les plus bas depuis 2015. Et à l'inverse, on va utiliser ce niveau-là. On a cette oblique où il y a eu un petit excès à l'automne 2017. Et donc ce qui nous donne un triangle symétrique. Triangle symétrique et donc la cassure hebdomadaire mensuelle donnera un signal soit haussier, soit baissier. Voilà, donc là, la UNZD, prochain support 1,06 et ensuite en cas de dépassement, ce sera les 1,05 qui seront avisés. Et attention, 1,05 sera un fort au niveau de support étant donné que ça coïncide également avec cette oblique haussière qui vient chercher tous les points bas du cours depuis 2015. Voilà, on passe aux indices. Le Nikkei sur du mensuel, retour sur nos graphiques mensuels. Donc février, gros mois de baisse, hein, forcément. Le yen qui est haussier. Même si la corrélation c'est pas du jour au jour, au jour le jour, oui, bien, pardon, entre le yen et le Nikkei, on a quand même sur du moyen long terme une corrélation qui est totalement positive. Voilà, un simple graphique pour faire voir, pour illustrer ses propos. Le Nikkei superposé à l'USD yen. On va se mettre sur 5 années. Et voilà, je pense que la corrélation, le graphique parle d'elle-même. Parle de lui-même, excusez-moi. Et donc voilà. USD yen sous pression veut dire Nikkei sous pression. Alors, on peut voir qu'il y a des périodes où la corrélation n'agit pas vraiment, mais d'un point de vue historique, on peut quand même être certain que tant que l'USD yen sera sous pression, le Nikkei consolidera ou en tout cas restera sous ses sommets. Voilà. Donc le Nikkei, bon, il n'y a pas vraiment de support, hein, à part sur le mensuel 21 564, mais on l'a déjà sur le graphique journalier. Et donc voilà, moyenne mobile à 200 périodes qui est intéressante, hein, qui est intéressante à payer, comme vous le savez. Mais bon, on n'y est pas encore à court terme. L'Eurostoxx mensuel, mois de baisse, pareil en février avec le flash crash. Hein. On a commencé le mois de février, je vous rappelle, avec un flash crash. Support moyenne mobile à 20 périodes. Donc qui est à 3385. À noter toutefois que le RSI est à 50. 50, zone où le momentum a des chances de rebondir. Donc à 3385, qui coïncide également avec cette oblique haussière. Et bien écoutez, ça, en cas de retour à ce niveau de prix, ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Le CAC, actuellement à 5003 à peu près, 5003 qui est un pivot. Donc là, on a un bon niveau de support, comme vous pouvez constater, un 5300. Vous voyez que c'est un niveau de prix mensuel qui n'a pas été dépassé depuis septembre 2017. Vous voyez, depuis septembre 2017, le CAC se maintient au-dessus des 5003. Et avant, c'était une résistance. Ouais, comme quoi, l'analyse technique, plus on va sur du long terme, plus c'est propre, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, 5003, fort niveau de support de moyen terme, moyen long terme. Et donc tout va dépendre du SPD et des élections italiennes, comme vous le savez, ce week-end. Donc si on a le SPD qui vote en faveur de la coalition allemande, et bien dans ce cas-là, le CAC rejoindra normalement assez rapidement les 5005. Et dans le cas contraire, eh bien il enfoncera très probablement les 5003 pour se diriger à 5002 voire même 5100. Le DAX, et je ferai un point également en intraday. Le DAX, fort zone de support, c'est sa moyenne mobile à 20 périodes, comme vous pouvez constater ici. Hein. Donc moyenne mobile à 20 périodes, qui est à 12 000. Donc 12 000 niveau de support de moyen long terme. En journalier, voilà, 12 000 comme vous pouvez le voir, on est ce rebond en début du mois de février avec le flash crash. Donc là,
à l'inverse de l'Eurostoxx ou du CAC, le DAX n'a pas dépassé, vous voyez, le bas de son gap. Le bas de ce gap du mois de février, eh bien, n'a pas été dépassé. Ce qui montre bien le DAX qui est plus sous pression que le CAC ou l'Eurostoxx, ce qui est normal, hein, parce que le vote du SPD va bien évidemment impacter les actifs de la zone euro, mais surtout, le plus gros, comment dire, le pays qui sera le plus impacté en cas de non-formation de coalition, eh bien, ce sera bien évidemment l'Allemagne. Voilà, donc pour ce qui est du DAX, en intraday, donc on a le support qui est dépassé à 12004, hein, ce qui n'était pas, ce que je n'anticipais pas vraiment. Donc là, les prochains supports, on a celui-ci. Alors, je vais le mettre en bleu pour le différencier. Alors en bleu, on a un support ici, on a différents supports. Et donc avec des points pivots. Donc 12004, qui également la moyenne mobile avant période, ça devient une zone de résistance. Donc en intraday, c'est 12004 qu'il faut au maximum prendre des bénéfices ou shorter. Voilà. Et support à 12357. En cas de cassure des 12357, ce sera 12300 puis 12262. Et on va mettre de l'hebdo pour mettre un autre niveau. L'hebdo, on va le mettre en orange. Voilà, donc là, 12 266, clôture journalière hebdomadaire, fort zone, comment dire, de support, tout simplement. C'est la prochaine forte zone de support. Voilà donc pour le DAX en intraday. Une tendance, bien écoutez, l'euro-dollar à l'équilibre, donc on n'a pas de pression ou de soutien venant de l'euro. Les cours de pétrole, ils étaient en baisse hier soir, donc faut le temps que le marché européen le digère. Donc là on a une petite hausse. Les rendements du 10 ans se stabilisent. Donc on n'a pas vraiment de tendance ce matin. Que ce soit sur l'euro, sur les comos ou sur le marché obligataire, c'est flat. Peut-être en attendant Powell en fin d'après-midi. Voilà, donc le DAX Eurostoxx, à mon avis, ça va être plutôt light en termes de volatilité. Si on regarde les volumes sur lesquels on ajoute, alors on va se mettre en journalier juste pour voir un petit peu la séance d'hier. Donc là, on a une baisse des volumes, ça veut dire une tendance qui, comment dire, se réduit tout simplement. Donc là, on a une hausse des volumes pour la baisse. Les volumes, c'est un indicateur qui est considéré comme précoce. C'est pour ça que souvent, on voit souvent une moyenne mobile comparée avec une moyenne mobile, les volumes comparés à une moyenne mobile à 20 périodes. Et donc, dès que le volume, évolue longtemps, enfin, plusieurs séances sous sa moyenne mobile à 20 jours, on dit généralement que le cours arrive en fin de tendance. Voilà. C'est la théorie, hein. Je vous dis bien que c'est la théorie de l'analyse technique. Dès qu'on a des volumes en baisse, c'est généralement une tendance qui s'affaiblit et donc une nouvelle tendance qui va naître. Et regardez, avant la baisse qu'on a eu ici, on a eu une hausse des volumes. Vous voyez, et une hausse des volumes négatifs, hein, comme vous pouvez le voir, hausse des volumes vendeurs. Sinon, vous pouvez également ajouter au lieu des volumes, hein, Open Interest. Ah, alors, je ne sais pas s'il est sur la plateforme. Alors, peut-être qu'ils l'ont traduit avec un nom que personne connaît. Alors, volume, rate of change. On a William, hein, c'est un indicateur de volume également.
Alors on va voir les autres indicateurs de volume. Non. Alors on va mettre on balance volume, je ne sais pas c'est lequel. Alors je ne sais pas du tout comment il est calculé, cet indicateur. Mais donc on peut voir clairement que là j'ai mis trois différents indicateurs de volume. Et bien les trois plutôt sont orientés à la baisse, hein. Vous voyez, depuis la fin du mois, pardon. Fin du mois de février, on a des volumes qui sont plutôt orientés à la baisse. Donc à voir. Euh, Peut-être qu'on arrive en fin de cette tendance baissière tout simplement et qu'on va avoir une nouvelle hausse. Voilà. Parce qu'une baisse des volumes, c'est fin de tendance autant baissière que haussière. Voilà. Bref, à mon avis, le DAX de toute façon va continuer à consolider en attendant le vote du SPD lundi. Voilà. Enfin, quand je dis consolider, c'est plutôt respirer, ne pas dépasser les 12 006, bien évidemment. Nous sommes jeudi, mais également le support à 12 150. S'il est cassé, ça voudrait dire qu'on a quand même beaucoup d'aversion sur le risque sur le marché. Voilà. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, techniquement, prochain gros niveau de support, c'est 12 200 avant les 12 000. 12 260, pardon, avant les 12 000. Alors, question, est-ce que l'USDN est corrélé à l'or? Alors, plus ou moins, l'USDN est corrélé à l'or, on a un effet. On a un effet dollar, déjà, et on a un effet aversion pour risque. Le yen, l'or, aversion pour risque. Donc, si vous superposez, donc, tac, 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 USD et yen, or, ça devrait être, c'est l'inverse, hein, ça devrait être l'inverse, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a une corrélation qui est plutôt négative. Donc, si vous êtes baissier or, ça veut dire que vous êtes plutôt haussier sur l'USD yen et donc baissier sur le yen également. Voilà. Vous pouvez également regarder ça avec l'USD-CHF, hein. L'USD-CHF et l'USD yen. On va le superposer. Ça se ressemble quand même pas mal parce que on a ces deux valeurs qui sont des valeurs d'aversion pour le risque. Voilà. Et on a l'effet dollar qui affecte ces deux actifs également. Je vous invite, alors, je ne sais plus qui m'a posé, Ramsey. J'ai fait un webinaire éducatif il y a de ça 6 mois qui est disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX, vidéo éducative, les corrélations. Et j'ai illustré, j'ai fait voir toutes les corrélations yen, or, CHF, même euro, dollar, bref. Vous pouvez voir un tas de corrélations qu'il y a sur ces webinaires éducatifs qui durent une vingtaine de minutes sur la chaîne YouTube de DailyFX. Alors, DAX, RSI en formation pour divergence mensuelle, nous dit François. Alors, voyons voir. Euh, alors, alors moi je vois pas vraiment de divergence. Alors on en a une, pardon, ici. Voilà, une divergence. Mais sinon ici on n'a pas de divergence, hein. Plus là on a le sommet par rapport à ces 3 points. Nous avons le sommet, que ce soit en termes de prix ou de momentum. Vous voyez. Donc oui on a une divergence baissière comme celle-ci, qu'on retrouve hein, sur beaucoup d'indices, hein. Sur le CAC, sur l'Eurostoxx, non, l'Eurostoxx non. Par contre sur Wall Street non, elle ne l'est pas non plus. Alors c'est peut-être sur l'hebdomadaire où Wall Street forme une divergence. Alors non. Bon, c'était ah oui pardon, c'était de cela. J'ai un petit peu de retard. C'était l'automne dernier. Voilà, donc non, on a des divergences sur les indices européens a priori. Sur le MIB, c'est pareil, hein, plus ou moins. Voilà. Et l'IBEX, non, il n'y a pas de divergence, qui a déjà été affecté. Le momentum a beaucoup été affecté par les élections en Catalogne. Il n'y a pas de divergence, ce qui explique le fait qu'il n'y a pas de divergence sur l'Espagne. Ce que vous montrez, c'est comme la MACD. Alors, Olive, est-ce que vous pouvez me rappeler l'indicateur que vous
que vous faites référence le volume. Alors non, les volumes c'est pas comme MACD, c'est pas comme les volumes, hein, pas du tout, pas du tout. MACD ça permet de voir, c'est un oscillateur, un oscillateur qui compare les moyennes mobiles à 12 et 29 périodes. Le spread 12 et 29 périodes compte la moyenne mobile à 9 périodes. Voilà. Et donc l'histogramme que vous avez sur la MACD, c'est ni plus ni moins que le spread entre les deux moyennes mobiles. Voilà. C'est pas un indicateur de volume la MACD. Regardez, vous avez une description ici. Euh, voilà. Soustrayant, donc c'est le spread, la moyenne mobile exponentielle sur Y jours sur la moyenne mobile sur X jours. Voilà. Et la MACD, donc si on la montre, donc là en fait on a une moyenne mobile qui est le spread entre la 12 et 26 périodes et la seconde qui est à 9 périodes. Et l'histogramme, c'est l'écart entre ces deux moyennes mobiles colorées. Voilà. Et dès qu'on a croisement, on a l'écart. Et voilà, c'est pas du tout des volumes. Je ferai d'ailleurs un webinaire éducatif sur un MACD, hein. Ça pourrait être intéressant. Alors Frédéric qui demande bonjour à vous Frédéric, voulez-vous dire qu'une tendance haussière se dessinerait par rapport au volume du DAX? Alors de manière générale, lorsqu'on a une hausse des volumes, en théorie, hein, je dis bien, c'est la théorie, hein, c'est les livres d'analyse technique hein, qui disent cela. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit dans un livre. Les volumes, dès qu'ils sont haussiers, eh bien, ça invite à une nouvelle tendance. Voilà. Et ça, normalement, ça précède l'action du prix. On a déjà une hausse des volumes, puis le prix qui augmente, comme un peu le RSI. Mais bon, le RSI, c'est pas les volumes. Voilà. Et dès qu'on a une baisse des volumes, eh bien, plus les volumes sont faibles, c'est un peu comme les bandes de Bollinger. Hein. Pour ceux qui connaissent les bandes de Bollinger, plus les bandes se rétractent et, et plus ça montre qu'on est en fin de tendance. Alors que quand on a des bandes qui s'écartent rapidement, on a une nouvelle tendance, en général, une nouvelle impulsion. Voilà, bah, c'est un petit peu pareil pour le même fonctionnement pour les volumes. Dès qu'on a une baisse de volume, on a une tendance qui s'affaiblit, et dès qu'on a une hausse, eh bien on a le prix qui augmente. Voilà. Voilà un petit peu, donc ça soit pour le DAX ou pour tous les autres indices. Hein. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un tour du marché, on va faire un tour sur le pétrole hein, qui a échoué, hein, le Brent sous sa moyenne mobile à 50 périodes. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on a eu un restockage des barils aux États-Unis hier, enfin la semaine dernière. Et donc ça a été publié hier après-midi et donc baisse plus ajoute à cela une hausse du DXY, ça fait pression sur les valeurs cotées en dollars. Donc voilà, brut Brent en baisse. Support à 60, résistance à 65 pour le brut et le Brent support à 65 et résistance à 68 à peu près. Voilà, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les dernières questions. Alors, j'ai vu une question sur l'US dollar. Intraday US dollar intéressant de la part de Olive. Alors, en intraday, bien écoutez, c'est plutôt haussier, mais je pense que le cours va attendre, le marché va attendre, qu'elle soit sur le dollar ou sur les marchés actions. Un, l'indice PCE Core publié cet après-midi. Et deux, 17h, le discours de Powell. Encore une fois. Voilà, donc le marché, en tout cas on le voit ce matin, ça fait 40 minutes que les marchés ont ouvert et eh bien le marché est plutôt calme. Hein. L'euro dollar qui est flat, plus 0,08%, le brut 0, le Brent pardon plus 0,11, le gold qui est en baisse de 0,40, mais ça c'était déjà depuis la séance asiatique. Donc voilà, on n'a pas grand chose ce matin. Bien écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un tour du marché. En clair, si je devais résumer ces 40 minutes passées avec vous, le yen qui a fait le meilleur mois du mois de février, suivi par le dollar. Le yen, on va attendre une clôture du yen index sous sa moyenne mobile avant période, que ce soit le JXY ou notre yen
index maison. Donc le JXY, si on le regarde rapidement, JXY, on va enlever, voilà. JXY, c'est la moyenne mobile, elle est également assez loin. Donc on va attendre que le cours JXY ou notre yen, je préfère notre yen index personnellement, après c'est des goûts, des couleurs, mais j'attendrai déjà qu'un des deux indices clôture en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours pour pouvoir vendre le yen. Voilà. Et ensuite, le dollar haussier en direction 91, le haut de son canal, qui devrait être soutenu par le double top de l'euro-dollar et le double top qui pourrait être validé ce soir du gold. Voilà un petit peu si je devais résumer. Et pour les indices européens, la consolidation va s'accentuer en cette fin de semaine, étant donné qu'on a les élections italiennes, les élections russes. Ah non, russe c'est la semaine prochaine, il me semble. Oui, il me semble que c'est la semaine prochaine, le dimanche prochain. Enfin dimanche de la semaine prochaine. Donc, indice européen qui devrait consolider à l'approche du vote du SPD et des élections italiennes. Voilà un petit peu si je devais résumer l'état du marché. Et voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et, euh, et voilà, ce sera tout pour cette journée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même salle de trading, pour un débrief de ce qu'aura dit Jérôme Powell. Et bien évidemment, pour une bonne analyse des marchés.